bienvenue dans les lectures de tonton Mvondo. Dites Mvondo. Alors le principe de cette émission est simple. Pour nous donner le goût de la lecture, nous allons lire ensemble des extraits d'un livre au choix. Les ouvrages que nous allons lire vont traiter d'histoire, de culture, de sagesse africaine. Et puis nous allons aussi lire des ouvrages qui peuvent nous enrichir d'une façon ou d'une autre. Nous commençons cette émission avec la lecture du livre de Sylvia Cerbin, Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire. Madame Tinubu, femme d'affaires et politicienne nigériane du 19e siècle. Femme d'affaires exceptionnelle, conseillère de roi, héroïque résistante, cette Nigériane fait aussi figure de pionnière d'une entreprenante lignée de commerçantes du golfe de Guinée, connue sous le nom de Nana Benz. Des femmes d'origine modeste qui, par leur entre-gens et leur dynamisme, ont fait fortune dans le petit commerce et la vente de pain avant d'accéder à un statut social respecté dans leur pays. Nous sommes au 19e siècle. Après 300 ans d'une intensive traite négrière, quelques nations européennes poussées par l'Angleterre ont décidé de mettre fin à leur exportation d'Africains. L'impulsion des mouvements abolitionnistes à caractère religieux et humanitariste a joué un grand rôle dans ce retournement de situation, d'abord en Grande-Bretagne, puis en France. Mais on peut penser que la part déterminante de ce tournant revient surtout à des considérations économiques. Devenus soudainement moins attractifs pour des pays comme la Grande-Bretagne, dont la révolution industrielle exigeait des débouchés nouveaux, le commerce négrier qui, au XVIIe et XVIIIe siècle, constituait une affaire d'État pour l'Europe, pouvait désormais être mis hors la loi. Les esclaves ne représentaient en effet plus le même intérêt en tant que simples producteurs manuels. Observation faite par l'Écossais Adam Smith, père de l'économie moderne, dans son ouvrage « Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations », publié en 1776. Le travail accompli par les esclaves, bien qu'il ne paraisse coûter que leur subsistance, est en définitive le plus cher de tous. Un être qui ne peut pas acquérir de biens propres ne peut avoir d'autre intérêt que celui de manger le plus possible et de travailler le moins possible. Fin de citation. À des degrés divers, il apparaissait de plus en plus évident à ses futurs tuteurs que l'Afrique pourrait rapporter davantage en livrant ses matières premières et en devenant consommatrice de biens manufacturés. D'où la priorité donnée à l'expansion de ce qu'on appellera les 3 C, commerce, christianisme et civilisation, qui devaient permettre d'arrimer ce continent à la périphérie d'un marché mondial. En 1802, le Danemark fut la première nation à abolir officiellement sa participation au commerce des esclaves pour des raisons humanitaires. En 1807, ce fut au tour de l'Angleterre qui estima de surcroît que la législation anti-esclavagiste devait s'appliquer à toute l'Europe. Elle allait cependant se heurter à la résistance d'un front du refus mené par la France, le Portugal, l'Espagne et les États-Unis, encore largement impliqués dans l'économie de plantation de leurs colonies. Les pressions britanniques ne faiblissant pas, la France se résigna finalement à signer la Convention en 1818, mais en fermant hypocritement les yeux sur les activités douteuses de ses compagnies commerciales. Il est vrai que la diplomatie britannique avait mis au point une force de dissuasion efficace. Maîtresse des mers, elle avait en effet armé une escadre de navires gendarmes chargés d'arraisonner les bateaux
pris en flagrant délit de traite pour libérer les Noirs trouvés à bord et faire condamner les négriers. Cette vigoureuse réaction contraignit d'autres États européens à s'associer mollement à partir de 1841 à une flotte internationale de surveillance qui patrouillait au large des côtes d'Afrique occidentale, de l'océan Indien, de l'Amérique et des Antilles pour en traquer le commerce illicite. Revers de la médaille, dès qu'un de ces croiseurs était repéré au large, certains capitaines n'hésitaient pas à jeter leur cargaison, des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants, par-dessus bord pour éviter la prise de leur navire. D'autres, par contre, se soumettaient au paiement d'une amende. Les esclaves étaient alors libérés sur l'île la plus proche et immédiatement émancipés. Mais le plus souvent, ils avaient pour obligation de signer des contrats de travail de 8 ans renouvelables, ce qui revenait en fait à les maintenir dans un statut équivalent. En effet, prohibition du commerce ne signifiait pas pour autant suppression de l'esclavage. Jusqu'à ce que le Brésil accepte l'abolition en 1888, l'interdiction de la traite ne mit pas fin à la demande en main-d'œuvre servile qui représentait des intérêts colossaux. Au contraire, elle provoqua une recrudescence du trafic, mais cette fois sous forme clandestine. Il faut dire qu'en ce 19e siècle, le marché européen s'ouvrait largement à la consommation de produits tropicaux, thé, café, sucre, cacao, désormais diffusés vers les classes moyennes et populaires après avoir été longtemps réservés aux plus fortunés. Les économies sucrières et caféières avaient donc encore besoin de bras pour faire face à l'accroissement spectaculaire de leurs exportations. La colonie portugaise du Brésil, par exemple, qui, avec Cuba, fut un des plus gros bénéficiaires de la traite clandestine, devait répondre à un triplement de ses exportations de café vers l'Europe, alors que la production avait déjà décuplé dans la période 1817-1835. À elles seules, ces plantations allaient absorber près d'1 200 000 Africains entre 1811 et 1870, soit 60% des Noirs déportés à l'époque aux Amériques. Quant à Cuba, qui à partir de 1830 avait quadruplé ses ventes de sucre en 4 ans, ses importations d'Africains passeront de 14 000 en 1853 à 30 500 en 1859. Pour ce qui est de l'Afrique, l'interruption progressive de la traite fut diversement ressentie. Du côté des populations décimées jusque dans l'arrière-pays par des tribus organisées en chasseurs d'esclaves, des lots de réfugiés tentaient de se reconstituer, des collectivités morcelées loin de leur terre d'origine. Par contre, pour les chefferies de la frange côtière pourvoyeuses de marchandises humaines, c'était le déclin annoncé. Après s'être prêtée depuis le XVIe siècle au ravage de contrées entières pour un florissant commerce dont elles ne tirèrent finalement que des miettes, elles vivaient leur dernière année d'autonomie avant de choir dans l'escarcelle de leurs anciens clients. Car, sous prétexte de surveiller les contrevenants au commerce illicite, les puissances européennes ancrées sur les côtes africaines se mobilisaient déjà à travers une concurrence acharnée pour en contrôler les prodigieuses matières premières. L'histoire de Madame Tinubu est un peu le reflet de cette période. Son parcours met en évidence l'émergence d'une Africaine dans ce contexte de profond bouleversement où les pouvoirs traditionnels étaient en train de s'effriter au profit d'un ordre nouveau. Né vers 1805, selon l'auteur nigérian Oladipo Yemitan, Efunroye Tinubu était originaire d'un petit village de la zone forestière du pays Egba, dans la province du Yorubaland, située au nord-ouest de Lagos, ancienne capitale du Nigeria contemporain.
Comme toutes les fillettes de son âge, elle s'initia très tôt au commerce en aidant sa mère, vendeuse de bouillie de maïs. La tête chargée d'une lourde calebasse, elle accompagnait sur les marchés et au bord des routes, élant infatigablement les voyageurs de passage pour qu'ils goûtent de leur bouillie. De son père, on ne sait pas grand-chose, sauf qu'il était peut-être d'origine Owu. Mariée assez jeune, vers l'âge de 20 ans, veuve à 25, Efunhoye allait paître par la suite les 2 garçonnets nés de cette union et qui furent emportés par la malaria. Vers 1830, elle alla rejoindre sa grand-mère maternelle installée à Abeokuta pour l'aider dans son commerce d'herbes médicinales et de peaux d'animaux qui lui procurait de bons revenus. Après quelques années de dur labeur, la jeune femme décida de quitter son terroir pour aller tenter sa chance à Badagry, cité côtière en plein essor à l'ouest de Lagos. Certaines sources racontent qu'elle y avait en réalité suivi un fringant prince de Lagos du nom de Adele, tombé sous son charme en 1833 et qui allait l'épouser quelque temps après. Mais leur mariage fut de courte durée. Son mari mourut en 1837. Avec ses maigres économies, Efunhoye reconstitua un petit commerce ambulant de sel et de tabac qui lui permettait de subsister. Ses journées se passaient en longs déplacements à travers la ville, à traquer le client pour ses feuilles de tabac, ce qui la conduisit sur le port où s'effectua petit à petit le meilleur de ses ventes. De nature vive et curieuse, elle s'intéressait à tout ce qui se passait autour d'elle et, en rôdant du côté des entrepôts, elle porta très vite son attention sur les discrètes négociations qui se mettaient à propos de la fourniture d'esclaves. Le port de Badagry représentait à l'époque un des derniers bastions de la traite clandestine à destination des colonies du Brésil et de Cuba. Pour échapper aux patrouilleurs britanniques, les navires du commerce triangulaire venaient s'y ravitailler en rotation très rapide. Efunhoye Tinubu était bien trop entreprenante pour se contenter d'une activité si peu reluisante. À force d'observer le manège qui se déroulait sur le port, elle chercha à s'introduire dans le sillage des métis afro-brésiliens qui tiraient profit de leur activité d'intermédiaire auprès des négriers européens. Elle se fidélisa à une clientèle de gros marchands qui prêtaient à peine attention à leurs petites vendeuses de tabac. Puis un jour, elle s'enhardit à leur proposer de les mettre en contact avec des tribus guerrières spécialisées dans la traque de captifs. Son aplomb fut payant, l'offre intéressa les revendeurs. La jeune femme se mit aussitôt en quête de chasseurs d'esclaves au sein de la communauté Egba. Étant elle-même issue de cette ethnie, les contacts devaient lui être facilités. Elle approcha l'entourage de quelques chefs notoirement connus comme pourvoyeurs de marchandises humaines et se fit présenter. Et là, elle fit preuve d'un tel bagou qu'elle réussit à les convaincre de faire affaire avec elle et leur faisant miroiter des bénéfices conséquents, s'assura l'exclusivité de leur fourniture en prisonniers. De ce nouveau rôle d'intermédiaire, qu'elle était par ailleurs la seule femme à exercer, allait découler la prospérité. C'était une période de grande instabilité politique pour les royaumes Yoruba en pleine déconfiture. Jadis puissantes, ces entités étaient aspirées dans une inexorable phase de déclin sous la pression conjuguée d'intrigues de palais et de conflits meurtriers qui offraient aux trafiquants des cibles de choix. Devenus des denrées rares à cause de la répression dont ce commerce faisait maintenant l'objet, les prises humaines se monnayaient de plus en plus cher. Tinubu mit sur pied un réseau de ravitaillement tout à fait fiable,
payant ses fournisseurs rubis sur ongle avec les avances consenties par les grossistes brésiliens. Et son affaire se développa en un temps record. Pour démarrer, elle avait en effet astucieusement pratiqué des prix d'appel en consentant à ses acheteurs des tarifs légèrement inférieurs à ceux du marché de Badagry. Ainsi, elle s'était attirée une clientèle de plus en plus importante. Fortune faite, il ne manquait plus à effourroyer qu'un coup de pouce du destin pour lui permettre de valoriser son extraordinaire potentiel. En cette année 1846, une nouvelle querelle de succession vint ébranler le trône de Lagos, alors occupé par le roi Akintoye. Évincé du pouvoir par un de ses neveux du nom de Kosoko, celui-ci trouva refuge à Badagry où Tinubu, qui avait diversifié ses activités commerciales, avait maintenant pignon sur rue. Si la traite clandestine avait offert un tremplin à la jeune pauvre qu'elle avait été, Tinubu se savait cependant trop clairvoyante pour persister dans une voie condamnée à terme et qui risquait de s'avérer dangereuse. Les Anglais, grands pourfendeurs du commerce négrier après en avoir été les champions, avaient maintenant pris pied dans la région au motif de la pacifier contre les trafiquants d'esclaves. À partir de leur fortin érigé sur la côte, ils avaient patiemment commencé à tisser leur toile sur ce qui allait devenir une de leurs plus florissantes colonies africaines. Mais pour l'heure, ils se présentaient en alliés des pouvoirs locaux avant d'en devenir plus tard les maîtres. L'installation des troupes étrangères devait ouvrir la voie à l'implantation, dans les villes côtières, de compagnies de commerce européennes attirées par les ressources du continent noir. Alors que la France privilégiait le recours à des expéditions militaires pour s'arroger des territoires, la Grande-Bretagne choisit d'appuyer l'installation de compagnies commerciales, ce qui allait lui permettre de s'octroyer les provinces les plus riches. Et c'est ainsi que la traite illicite fut progressivement supplantée par l'émergence d'un commerce conventionnel portant en particulier sur des produits agricoles et qui apparaissait comme davantage porteur de promesses de prospérité. Première puissance industrielle, l'Angleterre cherchait maintenant des débouchés réguliers pour ses produits manufacturés et des matières premières pour faire tourner ses machines. Comme l'avaient fait la plupart des anciens négriers européens, Tinubu, en femme d'affaires avisée, s'était reconverti dans un négoce plus honorable, celui de l'huile de palme dont la demande était en plein essor. La répression de la traite atlantique avait effectivement obligé les économies africaines anciennement liées au commerce triangulaire à se reconvertir pour répondre aux nouveaux besoins de la révolution industrielle. Aux produits d'échange traditionnels, or, peau, ivoire, bois précieux, s'ajoutaient maintenant de nouveaux produits, huile de palme, arachide, coton, fournis par le travail des paysans et d'une main-d'œuvre servile. Ainsi, face à la demande encore grave suscitée par l'amélioration du niveau de vie en Occident, les oléagineux africains, remplaçant désormais les esclaves dans les cales des navires marchands, commencèrent à intégrer l'économie internationale comme lubrifiant pour les machines et matières premières pour la fabrication de savon, de bougies, d'éclairage et de margarine. Dans les zones lagunaires du sud-est nigérian, baptisées rivières à huile, parce que s'y trouvaient les plus grosses palmeraies d'Afrique, les exportations vers la Grande-Bretagne firent un bond considérable. Le prix d'achat de l'huile s'en trouva multiplié par 2, avec une production évoluant de 2000 tonnes annuelles vers 1840 à plus de 25 000 tonnes à partir de 1855. Autre conséquence de cette mutation, alors que la vente d'esclaves était le privilège des rois,
de riches notables et de gros marchands, la production et l'exportation des produits agricoles favorisaient la promotion d'autres catégories sociales. Des petits producteurs, des courtiers et divers intermédiaires africains y trouveront un tremplin, mais aussi les femmes actives dans la transformation de l'huile de palme. En 1846, donc, le roi de Lagos, chassé de son trône, fut accueilli à Badagry. Comme la défunte mère du roi était de la même ethnie que Feu, le père de Tinubu, même s'ils ne se connaissaient pas du tout, ce fut pour elle une raison suffisante d'aller se présenter au souverain déchu. Elle lui rendit donc une visite de compassion et lui offrit habilement de mettre toutes ses richesses à son service au nom des liens de clan dont ils avaient hérité à travers leurs parents respectifs. Akintoye, désemparé par la perte de son trône, accueillit ce témoignage d'amitié avec une reconnaissance éperdue. D'autant que Tinubu allait tenir parole. Ses largesses et ses relations permirent effectivement à l'exilé de recomposer ses forces et de retrouver le soutien des autorités britanniques dont les relations avec Kosoko n'étaient pas au beau fixe. Ce dernier persistait à refuser de se soumettre à un traité de renonciation au commerce d'esclaves. 5 ans plus tard, en 1851, l'usurpateur fut déposé par Akintoye, aidé d'une vigoureuse action de l'escadron naval britannique contre Lagos. De retour sur son trône, le roi qui n'était pas ingrat offrit à Tinubu de venir s'installer à Lagos, capitale du royaume Yoruba. Aussitôt dit, aussitôt fait. Elle y transféra ses établissements commerciaux et, mettant à profit un nouveau statut de nièce du roi, se tailla en peu de temps une position privilégiée à la cour. Par ses conseils avisés, elle sut se rendre indispensable au roi et s'imposa très vite comme un personnage clé du palais au point d'être considérée comme la détentrice officieuse du pouvoir. Les autres conseillers du roi avaient d'ailleurs tout intérêt à composer avec elle s'ils voulaient garder leur poste. Un tremplin qu'elle allait utiliser pour insuffler une extraordinaire expansion à ses affaires. Désireuse de poursuivre ses activités de grossiste dans la fourniture d'huile de palme à destination de l'Europe, elle monta son propre réseau d'import-export, vente d'huile aux traitants blancs et vente de biens importés à la clientèle locale. Tinubu se retrouva ainsi au cœur d'un système de distribution à plusieurs ramifications où elle était en relation avec des maisons de commerce occidentales, des producteurs agricoles, des transformatrices d'huile, des commerçants locaux et des petites marchandes ambulantes d'Abeokuta, sa ville natale, chargées de l'écoulement des tissus et autres produits manufacturés importés de Grande-Bretagne. En 2 ans à peine, elle devint un maillon incontournable de la filière d'huile de palme, tout en s'affirmant comme la principale intermédiaire du commerce euro-africain dans les zones de Lagos et Abeokuta. Ce quasi-monopole lui conféra une puissance inégalée chez une femme. À n'en pas douter, c'était vraiment une personnalité hors du commun, ainsi que le souligne sa description qui retient notamment son caractère bien trempé de redoutable femme d'affaires et de négociatrice de génie qui dirigeait de main de maître les nombreux agents et commis hommes et femmes travaillant sous ses ordres. Même les Européens de Lagos, pourtant peu suspects de considération envers les autochtones, lui donnèrent respectueusement du « Madame Tinubu ». Cette fulgurante percée d'une femme, qui plus est étrangère à leur région, ne manqua pas d'irriter certains notables frustrés par son pouvoir exorbitant. Ils tentaient de mettre le roi en garde contre l'omnipotent activisme de Tinubu, dont les interventions intempestives dans les affaires publiques risquaient, à leurs yeux,
de désorganiser l'ordonnancement de la cour. Mais c'était peine perdue. Akintoye avait une totale confiance en son éminence grise. Mieux, après sa mort en 1853, l'emprise de Tinubu ne fera que croître sur le prince héritier d'Osumu. Conscient de son faible caractère, le jeune homme avait en effet trouvé plus sage de se reposer sur celle dont son père lui avait recommandé la protection et que lui-même considérait comme sa tante. L'agitation suscitée par ce personnage controversé était suivie avec vigilance par les officiels anglais de la place qui ne perdaient rien des luttes d'influence opposant les différentes factions de la classe politique locale. Cela faisait un moment déjà qu'il cherchait une occasion de neutraliser cette femme trop puissante dont le nationalisme affiché suffisait à la rendre suspecte à leurs yeux. C'est un fait, Tinubu gênait. Sa vitalité économique avait occasionné une sensible réduction des profits des commerçants européens impliqués dans la négoce d'huile de palme et dorénavant contraint de traiter à ses conditions à elle. De plus, sans sa constante présence aux côtés du jeune roi, celui-ci, entouré de courtisans plus préoccupés de sa succession que de loyauté à son égard, se serait sans doute révélé plus malléable entre les mains de ses partenaires étrangers. Une personne en particulier la détestait au plus haut point. C'était le consul britannique de Lagos, Sir Benjamin Campbell, qui trouvait l'égérie du pouvoir d'une insupportable arrogance. Une constante chez certains que de tenir pour arrogants les Noirs sur lesquels ils ne peuvent pas exercer de paternalisme. Ils voyaient dans l'ambitieux Tinubu un frein à la mise en œuvre des desseins impérialistes de la Grande-Bretagne sur ce pouvoir anémié. La chasse aux bateaux négriers et la libération de leur cargaison humaine par la flotte de surveillance navale britannique avaient favorisé le retour de milliers d'anciens esclaves vers les zones côtières d'Afrique de l'Ouest après que les Anglais eurent contraint des chefferies et royautés locales à signer le traité d'abolition de la traite négrière, comme ce fut le cas pour Lagos en 1851. Des aires d'accueil leur avaient été aménagées par des mouvements philanthropiques anglo-américains et ces Noirs, libres, fugitifs ou émancipés, s'étaient retrouvés en Sierra Leone pour les libérer des anciennes colonies britanniques et au Libéria pour ceux issus des États-Unis. Quant aux migrants venus de Cuba et du Brésil, ils choisirent de se réimplanter sur la terre de leurs ancêtres, plus généralement du côté de Lagos et en pays Yoruba. Dans leur pays de déportation, ces revenants avaient appris, au contact de leurs anciens maîtres, les métiers d'architecte, de professeur, de charpentier, de mécanicien, de tailleur, d'imprimeur, de commerçant ou de planteur. Mettant à profit ces savoirs et techniques acquis en captivité, ils commencèrent à exercer de nouvelles activités dans leur pays d'accueil et en tirèrent aisance et prospérité. De cette réussite allait germer une nouvelle élite dynamique et cultivée, appelée à devenir un vecteur de modernisation au sein des sociétés locales. Attentives à cette évolution, les autorités britanniques ne s'y trompèrent pas et encouragèrent fortement le mouvement migratoire qui devait faire de ces gens entreprenants et au mode de vie anglicisé des interlocuteurs privilégiés sur lesquels ils comptaient s'appuyer pour contrebalancer le poids des potentats africains. C'est peu de dire que l'arrivée massive de ces migrants était difficilement tolérée par les autochtones qui voyaient d'un mauvais œil l'implantation chez eux de rescapés d'un commerce dont ils avaient tiré ou tiraient encore de confortables revenus. De plus, en participant au développement de l'éducation
et à l'expansion du christianisme, ces nouveaux venus professaient des idéaux d'égalité et de liberté, stigmatisant l'esclavage et la traite aux grandes dames de la société animiste et hiérarchisée dans laquelle ils tentaient de se construire une nouvelle vie. Les sources de tension étaient donc inévitables, les autochtones marquant ponctuellement leur mécontentement par de tapageuses manifestations. La cession de terre aux colons noirs de la diaspora provoqua des insurrections récurrentes. Les natifs du pays constataient avec inquiétude que non seulement ces nouveaux arrivants étaient en train de conquérir le terrain économique en s'intégrant au nouveau circuit du commerce légitime, mais qu'ils cherchaient également à se positionner sur la scène politique locale en courtisant la maison royale. Les Anglais estimèrent alors qu'il n'était plus concevable de continuer à laisser coexister, dans un climat aussi explosif, des rescapés de l'esclavage et des personnalités locales dont la responsabilité dans le trafic négrier ne pouvait être occultée. Le représentant de la couronne britannique pensa trouver là une opportunité de poids pour se débarrasser de Tinubu en fustigeant son rôle antérieur comme intermédiaire d'esclavagistes. En conséquence de quoi, elle ne pouvait décemment continuer à occuper un rang aussi en vue auprès du roi. Il demanda instamment à Dosunmu de la faire bannir de Lagos. Battant le rappel de ses partisans, Tinubu organisa aussitôt la mobilisation autour d'elle, et en particulier dans la communauté Egba, qui intercéda en sa faveur au nom des relations d'alliance unissant leur ethnie à celle du roi. Mieux, la bouillante femme d'affaires décida de montrer au consul irrité par toutes ces interventions de quel bois elle se chauffait. Au cours de l'année 1855, alors que celui-ci se trouvait en vacances dans son Angleterre natale, elle inspira un mouvement spontané de mécontentement contre les immigrants sierra-léonais et brésiliens de la ville. En désignant ces derniers à la vindicte populaire, elle s'attira habilement l'adhésion de l'élite de Lagos, dont les membres oublièrent momentanément leur inimitié pour elle, afin de se retrouver dans une unanimité mobilisatrice. Des jours durant, les slogans vengeurs d'une foule en furie firent grief aux immigrés de favoriser leurs intérêts au détriment du pays, de jouer double jeu en utilisant leur position privilégiée auprès des Anglais pour affaiblir l'autorité du roi et de pervertir la culture traditionnelle en tentant d'y introduire des changements externes et des transgressions inadmissibles. La cabale donna des résultats inespérés. À son retour précipité de congé, le consul britannique exaspéré trouva la ville dans une telle effervescence qu'il exigea aussitôt du roi, qui ignorait peut-être le rôle joué par Tinubu dans cette affaire, l'arrestation des meneurs du complot anti-étranger. Celui-ci s'exécuta, mais oh, surprise, le mari de Tinubu se trouvait parmi les prévenus. Aussitôt informée, celle-ci explosa de colère et courut cracher son indignation au palais. Comment osait-on lui infliger un tel affront? Une aussi intolérable insulte à son rang. Repoussant les gardes et les conseillers qui, embarrassés par les pressions des Blancs, tentaient de la raisonner, elle investit bruyamment la salle d'audience où se tenait le roi et le réprimanda publiquement pour avoir osé faire arrêter l'époux de sa propre tante, dont elle exigea la libération immédiate. Faute de quoi, menaça-t-elle, elle lui retirerait son soutien pour se mettre au service du fameux Kosoko qui, dans le passé, avait ravi la place de l'ancien roi et n'avait toujours pas renoncé à ses prétentions sur le trône. Sans oser s'offusquer de cette conduite intempestive,
Dosunmu obtempéra docilement car il craignait de se mettre à dos sa terrible tante. C'était sa puissance financière qui lui garantissait les alliances nécessaires au maintien de son pouvoir. Le consul Campbell, de son côté, ne l'entendit pas de cette oreille. Pour lui, c'était quasiment une question d'amour-propre. Il usa d'un argument de choc pour faire entendre raison au roi. L'utilisation contre le palais de la canonnière qui protégeait le fortin anglais. L'ordre d'expulsion fut donné en mai 1856. Cette décision provoqua un véritable tollé chez les compatriotes de Tinubu, mais aussi parmi de nombreux commerçants de Lagos qui multiplièrent interventions et délégations pour tenter de faire annuler la sentence. Le départ en exil de leur puissante tutrice risquait de leur coûter très cher puisque Madame Tinubu avait perçu une avance de plus de 5000 livres anglaises pour préfinancer des futures livraisons d'huile dont elle contrôlait la distribution. Ces activités commerciales reposaient en effet sur un dispositif bien rodé de crédit consistant à bénéficier d'avances de la part des exportateurs européens pour commanditer les diverses phases de mise à disposition du produit, achat des noix de palme, transformation en huile, transport et livraison. Pour mettre en place son organisation, elle avait auparavant sillonné de nombreux villages en brousse pour établir des contacts personnalisés avec les planteurs. Elle avait su négocier pour obtenir qu'ils lui cèdent leur récolte à crédit en acceptant un règlement partiel d'un tiers seulement du prix d'achat. Le paiement du reliquat devant intervenir quelques semaines plus tard lorsqu'elle aurait été en possession de sa rétribution après la livraison des fûts d'huile aux entrepôts des grossistes européens. Assurés d'un écoulement régulier de leur culture et de volumes plus rémunérateurs, les paysans trouvaient leur compte dans ce lien de partenariat avec les courtiers africains du commerce européen dont Tinubu était une pionnière. L'action de ces intermédiaires était particulièrement bénéfique à l'économie agricole en ce sens qu'ils impulsaient une nouvelle dynamique à la production locale et qu'ils fidélisaient, à travers ce système de crédit, les différents acteurs de la filière. C'est ainsi que des groupements de femmes en charge de l'extraction d'huile à partir de noix de palme connurent un important développement qui leur permit de bénéficier d'une large autonomie financière. L'évacuation de la production des centres ruraux vers les villes côtières était assurée par des colonnes de porteurs et de porteuses, leurs jarres d'huile arrimés sur la tête. Arrivée à destination, la marchandise était livrée aux maisons de commerce qui en acquittaient le prix convenu à l'intermédiaire avant de procéder à l'embarquement sur des bateaux en partance pour l'Europe. Restait alors au courtier à défrayer ses porteurs, à apurer ses créances auprès des planteurs et des transformatrices d'huile et à relancer enfin de nouvelles commandes après s'être prélevé une commission sur la transaction. Lorsque le système fonctionnait sans accroc, livraison régulière en quantité suffisante et honnêteté dans les transactions, les courtiers les plus sérieux pouvaient obtenir des négociants européens des avances de plus en plus substantielles pour préfinancer l'acquisition des produits. Leur marge bénéficiaire dépendait du volume de transactions, mais aussi du fait qu'ils maintenaient des prix aux producteurs peu élevés. Ce système d'achat à crédit auprès des paysans et de revente aux exportateurs blancs contre un règlement au comptant supposait toutefois de solides relations de confiance de part et d'autre. Toute malhonnêteté à un des niveaux de la filière pouvait donner lieu à des expéditions punitives contre les biens ou la personne du débiteur indélicat. Sa réputation de sérieux établie, Madame Tinubu
se constitua donc un important réseau de distribution qui reposait sur des équipes d'agents dévoués qu'elle avait formés pour la suppléer dans ses activités. Ainsi, elle se consacrait surtout à la gestion des relations avec les grossistes européens et laissait à ses collaborateurs les plus proches le soin de veiller au bon fonctionnement de la filière, de prospecter de nouveaux fournisseurs susceptibles d'élargir l'offre et d'assurer les transferts de fonds destinés à rémunérer les communautés villageoises partenaires. Aussi, compte tenu de sa situation de quasi-monopole, sa chute risquait non seulement d'occasionner d'énormes pertes à ses créanciers, mais aussi de désorganiser une des plus importantes filières de commercialisation d'huile de palme du pays. Cette menace de mise à l'écart de leurs intermédiaires inquiétait tout autant les traitants européens qui, par son entremise, bénéficiaient des plus grosses quantités de produits. Et puis, il y avait aussi ces notables de Lagos qui lui étaient redevables de leur position dans les rouages de l'administration et de l'économie et qui redoutaient que la disgrâce de leur bienfaitrice ne vienne remettre en cause les avantages clientélistes dont ils avaient profité jusque-là. Des groupes de pression se constituèrent donc pour tenter d'infléchir le roi, arguant qu'une autorité indépendante n'avait pas à se plier aux injonctions d'un pouvoir étranger contre une personnalité locale. Des lobbies d'hommes d'affaires européens cherchèrent même à amadouer le résident anglais au nom des intérêts commerciaux de la Grande-Bretagne. Mais le consul Campbell, imperméable à ces arguments, fit conduire Tinubu sous bonnes escortes jusqu'à sa ville natale d'Abeokuta, où elle devait être assignée à résidence. Toutefois, il dut auparavant la faire rechercher durant plusieurs semaines car elle avait mystérieusement disparu avant son arrestation. Sa cachette fut finalement retrouvée près d'une plantation des environs de Lagos où elle avait bénéficié de la complicité de certains dignitaires. Campbell, qui pensait en avoir fini avec son insupportable indigène, s'était réjoui un peu trop vite. Tinubu n'était pas femme à se laisser abattre par un échec. Aussitôt installée dans le quartier Owu d'Abeokuta, la combative négociante monta un nouveau commerce, mais cette fois d'armes de guerre et de munitions. Ce qui, dans une région où les démonstrations de force constituaient le passe-temps favori de roitelets belliqueux, lui permit de reconstituer rapidement sa fortune. Dans son magasin, on s'arrachait les derniers fusils à la mode importés d'Angleterre, Snyder, Winchester, Spencer, Peabody. Son génie commercial et son sens des contacts lui servirent à nouveau pour remettre sur pied un actif réseau de vente dont le roi Gezo du Dahomey, pourtant ennemi juré du peuple Egba, fut un des clients les plus assidus. Un gros acheteur dont elle entretenait la fidélité, en dehors bien sûr des périodes de conflit opposant leurs deux pays, par de clinquants cadeaux et des miroirs à dorure censés introduire dans sa demeure le cachet des palais européens. Après avoir pris soin de réformer une solide équipe d'employés affectés à la gestion des affaires, Tinubu revint à sa véritable passion, la politique. Un terrain de prédilection pour ses talents de manipulatrice. Dans la résidence cossue où elle tenait salon, se pressait toute l'élite légosienne d'Abeokuta, mécontente de l'immixtion croissante des Anglais dans les affaires de leur pays. De leur débat passionné, était en train d'émerger un ferment de contestation au régime de Lagos, accusé de faiblesse envers les étrangers. Lagos qui, en août 1861, allait tomber entre les mains des Anglais après que le roi Dosumu eut été contraint d'accepter un traité d'annexion.
Profondément nationaliste, Madame Tinubu n'hésita pas non plus à payer de sa personne lorsque son devoir l'exigeait. L'extraordinaire notoriété qu'elle acquit en tant que résistante est loin d'être usurpée, ainsi qu'elle le démontra lors des fameux assauts des rois Gezo et Glélé du Dahomey contre les remparts de la capitale. Par 2 fois, en 1851 et 1864, elle se distingua dans la défense de la ville lorsque la population d'Abeokuta infligea un mémorable échec aux farouches guerriers de l'armée dahoméenne. Berceau d'une vaste province de l'ouest nigérian regroupant 153 villages, l'orgueilleuse cité-État d'Abeokuta jouissait par son dynamisme commercial d'une insolente prospérité que lui enviaient ses voisins. Nichée sur la rive gauche du fleuve Ogun, la ville avait été fondée en 1830 par des migrants de l'ethnie Egba, une branche issue de l'ancien empire Yoruba d'Oyo qui avaient fui leur village pour échapper aux chefferies prédatrices qui décimaient leur région. En quête d'un emplacement plus sécurisant, ils s'étaient installés sur un site protégé surmonté d'un énorme rocher de granit où ils édifièrent une place forte d'environ 20 km² de superficie, baptisée Abeokuta, c'est-à-dire sous le rocher. Une épaisse palissade d'une dizaine de mètres de hauteur en protégeait l'accès, tandis que 4 imposantes portes sculptées, donnant sur les principaux quartiers de la ville, fermaient les entrées du site. Cette métropole de 100 000 habitants, dont la réputation attira de nombreux visiteurs européens, était distante d'à peine 160 km du royaume d'Abomey, terreur à l'époque de la tristement célèbre côte des esclaves. Une véritable tentation pour le belliqueux petit royaume du Dahomey qui se mit en tête d'assujettir l'opulente cité marchande. Convaincu de ses talents de stratège, le roi Gezo décida d'isoler d'abord sa proie en attaquant les uns après les autres les villages situés sur la route d'Abeokuta qu'il pensait ensuite encercler dans un assaut final. Mais la manœuvre ne donna pas les résultats escomptés, les Dahoméens se faisant ridiculiser dans une embuscade imprévue dont il mit du temps à se remettre. L'accrochage eut lieu en 1844 près du village d'Imojolun qui n'avait pas encore subi les foudres de l'armée dahoméenne. De retour d'une razzia en pays Yoruba, les troupes de Gezo, bloquées par un violent orage, s'étaient abritées dans une clairière où elles en avaient profité pour mettre leurs vêtements à sécher. C'est alors qu'elles avaient été surprises par un détachement Egba patrouillant dans la zone. Le sauve-qui-peut fut général. Frappés de stupeur devant cette réaction inattendue, les Dahoméens, comprenant que toute réaction serait inutile, préféraient battre en retraite, abandonnant dans leur fuite pantalons et camisoles étendus dans les buissons. Pire, le tambour royal, le parasol du souverain avec ses amulets de protection, ainsi que d'autres insignes sacrés du pouvoir, devenus trop encombrants pour leurs porteurs, avaient été perdus dans la débandade. Suprême affront pour Gezo, qui, non content d'avoir sauvé sa peau, n'eut plus qu'une obsession, laver ce déshonneur par la prise d'Abeokuta. Après quelques années d'attente, c'est en mars 1851 que le moment fut jugé opportun pour lancer les représailles. L'armée dahoméenne s'apprêtait à livrer là un de ses plus sanglants combats. Dès le mois de janvier, Gezo, assoiffé de vengeance, commença à lever la plus importante troupe que de mémoire d'homme on n'ait jamais vue à Abomey. Passant les bataillons en revue avant chaque entraînement,
il ne cessait de rappeler la rage au cœur, l'affront du parasol, et les exhortait à mettre en pièces ces impertinents. Quant aux Amazones qui composaient son armée d'élite, elles trépignaient d'impatience, galvanisées par l'idée de réduire en charpie les combattants Egba. Lorsque les troupes dahoméennes s'ébranlèrent au son des tam-tams et des chants guerriers, des villageois terrifiés se dépêchèrent d'envoyer des émissaires pour prévenir les Egba. Ceux-ci, d'abord désorientés par l'éventualité d'une agression à laquelle ils n'étaient pas préparés, commencèrent par renforcer à la hâte les fortifications qui protégeaient la ville. Cela faisait un moment déjà qu'elles n'avaient pas été entretenues. Entre les troncs géants, des brèches apparaissaient ici et là qui risquaient de fragiliser la défense de la cité. En fait, l'armée Egba s'était jusqu'alors toujours montrée supérieure à ses ennemis, de sorte qu'aucune précaution n'avait été prise pour prévenir une offensive de cette ampleur, en réalité inimaginable en pleine saison sèche. Nuit et jour, des hommes et des femmes taillaient des troncs d'arbres, tressèrent des pèliens de lianes et travaillèrent sans relâche à la consolidation du mur d'enceinte. Et puis, un matin, les canons d'une des portes de la ville se mirent à tonner, semant un vent de panique parmi la population. L'ennemi approchait, signalé par les éclaireurs envoyés en reconnaissance. Épouvanté par les récits des massacres perpétrés par les troupes en mouvement dans des villages alliés aux Egba, de nombreuses familles s'agglutinèrent avec leurs biens les plus précieux à la porte est de la ville donnant sur la forêt pour fuir vers d'improbables destinations. On échappait en effet à la férocité de ces redoutables chasseurs d'esclaves que, comme captifs destinés à la vente ou comme victimes de sacrifices humains. Les funérailles de dignitaires dahoméens exigeaient en effet un cortège d'accompagnateurs. À cette occasion, les têtes tranchées roulaient en cascade sur le sol. Au cœur de la ville cependant, des groupes de femmes, refusant de céder à la panique, passaient de maison en maison pour exhorter les gens à la résistance. Devant chaque porte, elles criaient à tue-tête « À vos coupe-coupe! À vos coupe-coupe !» Ce lundi 3 mars, à l'aube, le brouillard se dissipa pour laisser découvrir l'armée ennemie tapie devant les remparts d'Abeokuta. Le choc entre les belligérants fut terrible. Un premier bataillon Egba franchit une des portes de la ville pour aller au-devant des assaillants. Mais sous les tirs nourris qui l'accueillirent, elle dut reculer pour se retrancher derrière une issue barricadée. Déjouant l'attention des soldats affectés à la défense des portes de la ville, un groupe d'Amazones, la tête rasée et vêtus de pantalons bouffants, se précipita soudainement à grandes enjambées à l'assaut des remparts. En traversant allègrement les fossés creusés en avant des fortifications, elles semblaient ne tenir ni les épines ni les pointes acérées qui leur ensanglantaient les pieds. Ils étaient pourtant truffés de pieux taillés en pointe, cachés sous plusieurs couches d'épineux. Elles se mirent à escalader l'épaisse palissade avec une étonnante dextérité, prenant appui sur les aspérités des troncs qui formaient le mur d'enceinte. Indifférentes aux tirs qui se déversaient du haut des remparts, elles avançaient par petits bonds sans se laisser distraire par la chute de leurs compagnes, brutalement stoppées dans leur progression par des balles meurtrières. Le long de leurs cuisses pendaient des armes redoutables, en particulier ces longs coutelas en forme de rasoir avec lesquels elles s'enorgueillissaient de pouvoir trancher un homme par la taille. Arrivées au bout de leur escalade, telles des félins, elles bondirent sur le sol et se lancèrent dans un féroce corps à corps avec les défenseurs Egba,
D'abord surpris d'avoir affaire à des femmes, puis furieux d'une telle humiliation, ceux-ci durent malgré tout redoubler d'ardeur pour contenir l'offensive. Pendant ce temps, à l'intérieur des remparts, Madame Tinubu organisait la résistance. À l'époque de ce premier assaut, elle vivait encore à la cour de Lagos comme conseillère du roi Akintoye. Mais dès qu'elle avait eu vent des menaces d'agression contre sa région, elle était aussitôt venue se mettre à la disposition des autorités d'Abeokuta. Face à l'armée dahoméenne, mieux préparée, les combats furent très durs. La journée était particulièrement chaude dans cette saison sèche et les combattants épuisés par la soif sentaient faiblir leur résistance. Tinubu mit alors en place des cordons de ravitailleuses composés de volontaires qui se répartissaient les tâches d'assistance. N'écoutant que leur courage, ces femmes allaient et venaient sur le champ de bataille au péril de leur vie, les unes chargées de calebasses d'eau, les autres de poutres à fusil, un troisième groupe de nourriture. Car chacune savait que parmi ces guerriers se trouvait un père, un frère, un mari, un fils, un ami, un neveu. Tinubu elle-même circulait à travers les lignes Egba, esquivant miraculeusement les balles qui sifflaient autour d'elle et, telle une mère protectrice, déposait dans la bouche de chaque homme à portée de sa main une boule de pâte de maïs qu'elle pétrissait rapidement entre les doigts pour en rendre l'ingestion plus moelleuse. Le soir venu, l'armée dahoméenne perdit ses illusions d'invincibilité devant les murs d'Abeokuta. Elle se retira piteusement, abandonnant sur le sol détrempé de sang plus de 3000 guerriers, dont 1 millier d'Amazones. Sitôt annoncé la fin des combats, les femmes Egba avec Tinubu à leur tête se rassemblèrent à la porte principale de la ville et, malgré les pertes venues décimer leur famille, firent une joyeuse aide d'honneur pour accueillir les survivants épuisés au cri de « Musso! Musso! Victoire! Victoire !» Les années passant, le Dahomey n'arrivait toujours pas à digérer la honte de la défaite. 13 ans plus tard, presque jour pour jour, le successeur de Gezo décida de rouvrir les hostilités et de lancer une seconde offensive contre la capitale Egba. Et c'est ainsi qu'à l'aube du 15 mars 1864, les 10 000 guerriers du vindicatif roi Lélé s'élancèrent à nouveau à l'assaut d'Abeokuta. Cette fois-ci, la surprise était totale. Plus fin tacticien, Lélé avait pris le temps d'assujettir progressivement une bonne partie des villages situés sur l'axe d'Abeokuta, de sorte que leurs habitants n'étaient plus libres de circuler. À l'intérieur de la cité, la panique était indescriptible. Madame Tinubu, redevenue citoyenne d'Abeokuta depuis son éviction de Lagos, avait transformé sa concession en un véritable arsenal d'où partaient toutes sortes d'armes et de munitions vers les corps de garde affectés à la défense de la ville. Elle avait également offert aux généraux de l'armée plusieurs canons Krupp achetés à des trafiquants hollandais en leur enjoignant de tenir les assaillants à distance. Elle-même alla se poster avec la troupe d'élite qu'elle s'était constituée à l'une des portes fortifiées les plus proches du front des opérations où, aidée d'autres femmes, elle installa un poste de soins pour les blessés. L'endroit lui servait aussi de point d'observation pour surveiller les éventuels déserteurs, exhortés d'un ton sans réplique à retourner protéger leur ville et leur famille. Honteux de se trouver pris en défaut par cette vigilante Tanchi, ces peu téméraires soldats comprenaient bien vite qu'ils avaient intérêt à retrouver du courage pour regagner leur position. Dans la ville, des équipes de femmes circulaient le long des remparts, s'arrêtant à chaque poste de défense pour encourager les hommes à résister.
Alors qu'une de ces bandes s'apprêtait à rejoindre une autre patrouille de défenseurs, la tête d'une Amazone décapitée, projetée dans les airs, roula à leurs pieds. Celle qui conduisait la marche l'empala au bout d'une pique, et tel un essaim d'abeilles, les braves dames se répandirent à travers la ville en poussant des cris de guerre et en interpellant les hommes sur leur passage. « Voyez donc, soldats, ce sont des femmes qui luttent contre vous. Allez-vous vous laisser humilier par des femelles dahoméennes ?» Et les combattants, galvanisés, intensifiaient la pression sur leurs gâchettes, bien déterminés à anéantir jusqu'au dernier des assaillants. Après 2 jours de combats acharnés et malgré l'indicible courage des Amazones, les Dahoméens se retirèrent une fois de plus en laissant de nombreuses pertes derrière eux. Tinubu sortit de cette guerre auréolé de gloire. Par reconnaissance pour son patriotisme, son courage et son implication personnelle dans cette victoire décisive, les autorités Egba l'élevèrent au rang de Iyalode, un statut de première dame de la cité qui lui donnait le droit de participer officiellement aux affaires publiques. Première femme à devenir membre du Conseil des chefs, elle reprit son rôle favori d'éminence grise, ainsi qu'elle l'avait déjà fait à l'ombre du trône de Lagos. Dominant les habituelles intrigues de cour, Tinubu fit preuve de détermination pour asseoir son influence et installer, comme à son habitude, ses plus fidèles alliés au poste clé du pouvoir. Experte en clientélisme politique, elle réalisa son ambition en faisant élire Lalake Oba Oyekan, un de ses protégés, aux commandes d'Abeo Kuta en 1879. Elle mourut une dizaine d'années plus tard, le 3 décembre 1887, au faîte de sa gloire et eut droit à des funérailles nationales. Comme elle n'avait pas d'enfants vivants, de nombreux jeunes gens du pays Egba se disputèrent l'honneur de porter son linceul à travers Abeo Kuta endeuillé, où l'on célébra la grande dame qu'elle était. Le souvenir de cette femme, entreprenante et héroïque, qui s'était forgé une exceptionnelle destinée, est aujourd'hui encore perpétué au Nigeria. Afin que son image soit tout à fait nette, on en a même fait un chantre tardif de la lutte pour l'abolition de l'esclavage. 2 lieux symboliques ont été baptisés en son nom, le Square Tinubu, qui domine le plus grand carrefour de Lagos, et le Square Iyalode d'Abeo Kuta. Asante, Akiba, Matondo, Masoma, Ngupi, tous ces mots simplement pour vous dire merci pour votre écoute. Matondo à ceux qui soutiennent la chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo à vos proches ou à vos amis, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. Et moi je vous dis à la prochaine sur la chaîne Bicolin.